Notre live. On est très très content de vous accueillir tous. Normalement, on devrait être un petit peu de monde ce soir parce que hier on avait le live de prévu à 18h30 et on était là, mais apparemment on s'est pas vu. On a eu un problème technique. On est vraiment désolé pour ça. On n'a même pas su ce qui s'est passé au final. Mais ce soir, on va se rattraper. On avait reçu beaucoup de questions de votre part sur le sujet du deuil qui nous intéresse tous. Qu'on ait perdu un proche directement ou qu'on ait un ami, quelqu'un de notre famille qui vit un deuil et pour lequel on aimerait vraiment être une aide bienveillante, avoir la bonne attitude, la bonne posture. Voilà, on est tous dans ces questionnements qui sont des questionnements universels parce que le deuil, ça nous appartient tous. On va le vivre à un moment donné, on l'a déjà vécu plusieurs fois. Et ce soir, on a envie de se poser des bonnes questions, des vraies questions, des questions profondes. Et on est très content d'accueillir notre cher Christophe Fauré. Donc, je vais le faire rentrer en scène. Je vais le chercher derrière les rideaux en quelques clics et je l'accueille de ce pas. Voilà, 3, 2, 1. Christophe, bienvenue. Bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver là pour ce deuxième live. Désolé pour hier, hein, on a été buggé, quoi. On n'a pas Voilà. su ce qui se... Ok, on y va. On était là, voilà. Alors du coup, on a une demi-heure. Voilà, on a une demi-heure à passer ensemble. C'est assez court. En même temps, on va amener beaucoup de contenu. Alors Christophe, on a eu beaucoup de questions encore. On a dû trier une fois de plus. Je vois qu'il y a Ouais. tout le monde qui nous salue. Bonjour tout le monde. Bon, Nozila, Déborah. Anne, Catherine, bonjour Sabine, bonjour Sarah. Tout le monde est là, Alors, quoi. oui, tout le monde est là. Alors on veut en profiter pour. Je sais pas si vous avez vu sur le journal, il y a des Parisiens qui sont là ce soir. On a eu justement le Parisien qui a sorti un article et qui parle de mieux traverser le deuil, de toute l'équipe, voilà en interne, mais surtout de toutes les associations qui travaillent, les 800 bénévoles qui sont mis à disposition pour écouter sur la plateforme. Et vous savez qu'en bas à gauche, il y a le petit chat qui permet de parler avec vraiment des écoutants qui sont spécialisés sur le sujet du deuil. Et donc, on a eu la Dépêche, on a eu France Bleu, on a eu France Inter la semaine dernière. Donc, c'est drôle parce que ça devient un sujet nouveau, bien qu'il date depuis longtemps, hein, je crois, Christophe, ce sujet. La nuit des temps, hein, Jean. Les, Ça- les premi- les premières sépultures, c'était Néandertal. C'est un peu loin, Néandertal. Exactement. Alors, du coup, je te propose, Christophe, d'attaquer Ouais. directement par les questions Allez, qu'on a eues. Alors, on a des questions de Katia et de Lina. Merci à Katia et Lina pour vos questions. Alors, ouais. Katia, tu nous dis que tu as perdu un fils il y a 4 mois maintenant et Mm. que tu te sens pas encore écroulé et tu te poses la question Ouais. si c'est normal. Est-ce que c'est dû au fait du confinement et c'est une sorte de protection psychologique ou le fait de protéger ton autre enfant, ton autre fils, ou est-ce que cet écroulement entre guillemets, cette tristesse profonde, elle va venir après? Donc ça, c'est la question Alors, de Katia. ouais, vas-y. Et Lina, tu as un petit peu la même question et je vais vous expliquer un petit peu. Donc, Lina, toi, tu as perdu ton papa il y a un mois en arrière et tu as pas l'impression d'être au fond du trou, cette tristesse que tu imaginais avoir, peut-être t'as imaginé avant de perdre ton papa. Et tu te poses cette question, est-ce que ça va arriver? Est-ce que j'aurai une crise de larmes imprévisible d'un coup, là, en public? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que tu en penses D'accord. de Ok. ça, Christophe? Ok, super. Là, ça correspond vraiment, là, c'est 4 mois et un mois. Donc, on est vraiment dans ce qu'on appelle la quatrième étape du processus de deuil, qui est une étape, en fait, où le processus s'initie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité le décès de la personne qu'on aime arrive maintenant dans notre conscient. Et cette nouvelle est parfois tellement, même si on l'attend, même si on a accompagné la personne en fin de vie, c'est pas grave. Mais c'est d'autant plus vrai si c'est une mort brutale. Notre conscient a du mal à s'ajuster à cette réalité tout de suite. Donc, il y a une protection. Et entendez bien, c'est une protection psychique qui se met en place à l'intérieur de nous, au-delà de notre volonté et de notre contrôle, et qui a pour fonction de ralentir l'impact de cette réalité, comme s'il y avait une espèce de airbag entre nous et cette souffrance qui est là et qui va, au niveau inconscient,
progressivement s'intégrer. Ça veut dire que pendant les premiers temps, il y a de façon complètement naturelle une espèce d'anesthésie émotionnelle, plus ou moins, qui fait que on s'attend à ressentir, à être effondré, et curieusement, parfois, on n'est pas aussi effondré que ça. On a des moments de peine, mais pendant les premières semaines, peut-être 1 ou 2 premiers mois, ou 4 mois par exemple, on peut être vraiment dans une situation, mais c'est pas possible, c'est incroyable, au premier sens du mot, qu'on ne peut pas croire, incroyable, mais ça, c'est des mécanismes de protection qui fait que on est protégé par notre propre esprit pour intégrer progressivement Hmm. la nouvelle. Après, progressivement, ces protections ne s'en vont pas immédiatement, mais elles s'émoussent directement, et c'est là où les émotions commencent à monter. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est entre guillemets normal dans la logique du processus de deuil qu'il n'y ait pas tout de suite un effondrement émotionnel. D'ailleurs, il se peut qu'il n'y ait pas véritablement d'effondrement émotionnel. Par exemple, si on a accompagné la personne pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, notre cerveau a déjà intégré cette perte à venir. Il a déjà, d'une certaine manière, anticipé. Il y a quelque chose en nous qui sait que la personne va disparaître. Et donc, le choc est là, bien sûr, mais il y a quelque chose qui commence déjà à être amorti, et une partie des émotions ont commencé déjà à être processées, métabolisées en nous du vivant de la personne. Donc, pour répondre à cette question, il n'y a rien d'anormal, on est complètement dans le processus normal. J'insiste, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une bombe qui va exploser après, ça va être très, très progressif. Notre inconscient est très intelligent, le processus de deuil est très intelligent, ça va être progressif. Ok, Damien. Merci pour ça. Je rebondis sur, tu parles de ce processus du deuil. On a justement une question qui parle de ce sujet. C'est David qui nous dit qu'il a perdu malheureusement son fils et sa femme dans un accident de la route. Et pour lui, il considère qu'il n'a pas fait son deuil. C'était il y a Et, combien de temps? et justement, ça fait 12 ans maintenant. Et il D'accord. se demande, donc il analyse, il s'auto-analyse, il dit qu'il n'a pas fait son deuil, et il se pose la question, pourquoi j'ai pas fait mon deuil? Alors, D'accord. avant de répondre à cette question, j'ai envie de te demander, Christophe, qu'est-ce que ça veut dire faire son deuil? Ça veut rien dire. On ne fait pas son deuil. On est traversé par le deuil. C'est pour ça que la plateforme s'appelle Mieux traverser le deuil. C'est faire son deuil, c'est une expression qu'il faut bannir de nos esprits parce que ça suppose qu'il y a un début, un milieu et une fin. Or, vous savez bien que quand on perd une personne qu'on aime le plus au monde, on est impacté par sa Hmm. perte toute notre vie, à tout jamais. Donc, il n'y a pas de fin, je dirais, au deuil, à l'impact de la perte de la personne dans notre vie. Mais le but, l'objectif de ce processus naturel, du processus de deuil, c'est d'apaiser progressivement la souffrance au fil des années. Là, pour ce monsieur, comment il s'appelle ce monsieur? Dis-moi. C'est David. David. Pour David, euh, ce qu'on a dit la dernière fois dans le live, c'est que le processus de deuil, il se fait de toute façon. C'est un processus naturel comme un processus de cicatrisation. Donc, le processus de cicatrisation du deuil de David, on peut être certain qu'après 12 ans, la plaie est là. Mais vous me direz, oui, mais je ressens encore de la souffrance, je ressens encore de la peine, je ressens encore quelque chose de douloureux encore en moi. Ça, c'est deux choses. La première, c'est que le processus de deuil ne vient pas éradiquer complètement la souffrance. Quelque part en nous, cette souffrance reste un peu en nous, même si tout autour de cette souffrance, on a pu créer un espace au fil des années, des années. On a pu créer un espace plus apaisé, plus serein. Il reste toujours quelque chose de cette souffrance qui restera tout au long de notre vie. Hmm. C'est la conséquence d'avoir aimé et été aimé de cette personne-là. Donc, ne pensez pas que le deuil soit quelque chose qui va éradiquer la souffrance, c'est pas vrai. Ça, c'est la première chose. La deuxième que dit David, c'est qu'il ne faut pas confondre je n'ai pas traversé mon deuil ou fait mon deuil, entre guillemets. En fait, c'est pas ça la question. C'est David nous parle du manque. Le manque est quelque chose qui ne s'apaise jamais. Hmm. Le manque de mon enfant 10 ans après sa disparition, 20 ans après sa disparition, ou de mon compagnon, ou de ma compagne, ou de mon parent, quand par exemple, à un moment donné, il y a une fête,
où il y a un anniversaire ou un mariage ou des magnifiques vacances et je me dis, mais j'aimerais tellement qu'il soit là, il adorerait être là, ce serait tellement bien qu'il soit là et on ressent de la souffrance et on se dit, cette souffrance-là, ça veut dire que je n'ai pas fait mon deuil. Non, le processus de deuil est fait, mais ce qu'on ressent à ce moment-là, ça s'appelle le manque. Et c'est ça le manque. Et le manque, c'est quelque chose qui va toujours perdurer parce que c'est quelque chose qui est toujours en référence au présent. Le Hmm. manque n'est pas en référence au passé. Le manque est référence au ce que je vis maintenant est douloureux parce que la personne que j'aime n'est pas là. Donc, c'est pas quelque chose qui va appartenir au passé, le manque. Jamais. Peut-être qu'il va s'adoucir au fil du temps, mais il y aura toujours quelque chose quand on souhaiterait tellement que la personne soit là, qui va s'exprimer et ça s'appelle le manque. Donc, David a sûrement accompli son chemin de deuil, sa cicatrice est faite, mais du fait de réactivation de souffrance par divers événements, il a toujours des montées de manque de la personne. Hmm. Et ça, c'est, comment dire, c'est là encore l'empreinte qu'on a aimé cette personne et qu'on a été aimé de cette personne et qu'elle a déposé en nous toutes ces choses. Et c'est inscrit à tout jamais dans notre existence. Hmm. Tu me fais penser à quelques témoignages que moi j'avais vécu quand je faisais des interviews lors de films. Et je me rappelle avoir entendu ce témoignage qui disait que une personne en deuil ne voulait pas sortir de la souffrance parce que c'était le seul lien qui lui restait avec la personne qu'elle avait perdue. Alors c'est un peu Ouais. bizarre quand t'es pas endeuillé de comprendre ça. Est-ce que ça Oui. s'explique ou est-ce que c'est Alors, étrange? c'est pas que c'est proche, on a cette idée, je vous assure, qu'on a cette idée au début que je suis en lien avec la personne que j'aime par l'intensité de ma souffrance. Or, c'est faux. On est en lien avec la personne par l'intensité du lien d'amour avec cette Hmm. personne-là. C'est le lien d'amour qui... Parce qu'on se rend compte plusieurs années après, après la perte, quand les gens justement se rendent compte qu'en eux, la souffrance s'apaise, Hmm. ils se rendent compte que le lien est préservé. Et qu'en fait, alors qu'ils étaient intimement convaincus pendant les premières années que c'était par la souffrance que le lien était préservé, on comprend bien qu'ils ne voulaient pas être apaisés. On comprend bien qu'ils ne voulaient pas dire non, non, je ne veux surtout pas apaiser cette souffrance-là parce que ça voudrait dire que je l'oublie, que je perds le lien et tout. Or, on se rend compte qu'avec le processus de deuil et que la souffrance qui s'apaise, il y a en fait quelque chose qui est d'autant plus fort, qui est restauré dans le lien, par le lien d'amour, un lien d'autant plus fort qu'il est moins parasité par la souffrance. Ça veut dire clairement, ne craignez pas de vous faire aider pour apaiser votre souffrance. Si vous pensez qu'apaiser votre souffrance veut vouloir dire vous mettre à distance de la personne. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Apaiser votre souffrance, bien souvent, va vous permettre de retrouver progressivement le lien avec la personne, alors que vous pensez que c'est la souffrance qui va préserver le lien. On est d'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas souffrir. Bien sûr qu'on souffre, hein, évidemment qu'on souffre, mais ne restez pas accroché à cette souffrance-là en pensant que si elle part, vous oubliez, vous perdez le lien. C'est juste l'inverse. En t'écoutant, je me pose cette question si finalement le problème de la mort, c'est pas l'amour. Est-ce que c'est pas cette rupture directe d'aimer et est-ce que ça peut nous Oui, rassurer de se rappeler que finalement cette racine de cette tristesse, cette détresse, en fait, c'est de l'amour, l'attachement. mais exactement. Pourquoi il y a un processus de deuil? Vous prenez quelqu'un que vous ne connaissez pas qui meurt dans la rue, vous êtes touché, mais il n'y a pas un processus de deuil qui s'initie en vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lien émotionnel avec cette personne-là. C'est Mm. parce qu'il y a un lien émotionnel plus ou moins fort avec une personne qu'on perd que se met automatiquement, et qui est donc une blessure liée à cette perte, qu'il y a automatiquement mise en route du processus de deuil, de cicatrisation. Mm. Ça veut dire que c'est pas les liens du sang qui déterminent ça. On peut avoir un lien extrêmement fort avec un ami ou une amie et à son décès être complètement dévasté, alors qu'une grand-mère ou une oncle, une tante qui faisait partie de la famille mais avec qui on n'avait pas un lien émotionnel très fort,
quand la personne décède, on est touché, mais il n'y a pas un gros processus émotionnel de deuil qui est autour de ça. Donc, le deuil, en fait, parle du lien d'amour interrompu dans la vie physique. Parce que le deuil est une promesse de continuité du lien à l'intérieur de soi et peut-être à d'autres niveaux. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a pour fonction de passer d'un lien extérieur, objectif avec une personne dans la vie, à un lien intérieur, subjectif, où là, on ne la perdra plus jamais. Jamais. Même si on n'y pense pas tous les jours, on sait que la personne est là et que dès qu'on évoque son prénom, dès qu'on voit une photo, clac, elle revient immédiatement. Ce qui fait qu'avec cette réassurance, on peut s'offrir le luxe, je dirais, de penser à autre chose, oublier, entre guillemets, d'y penser pendant quelques instants, parce qu'on sait avec l'expérience, au fil des années, qu'il suffit de réévoquer son nom, clac, aussitôt, elle est là et on ressent le lien. Donc, n'ayez pas peur n'ayez pas peur d'aimer parce que ce lien va créer de la souffrance, certes, mais c'est le sens d'une vie, quoi, de pouvoir aimer, d'être aimé en retour. Alors, je me permets de reprendre un commentaire de Caroline. Merci pour ça, Caroline. Ce commentaire de comment on est obligé de te poser la question, comment s'apaiser, comment se faire aider. On peut se retrouver devant des psys et être complètement en larmes. Ouais. On sait qu'il n'y a pas de solution toute faite, mais est-ce que tu peux nous en parler? Déjà, intégrer le fait c'est un chemin qui est long. Okay, c'est un chemin qui est long. Parfois, on génère beaucoup plus de souffrance à vouloir aller trop vite. À vouloir aller trop vite, à vouloir passer vite les étapes que je décris dans mon bouquin. On génère plus de souffrance, en fait, que d'apaisement. Le deuil prend son temps et c'est comme un processus naturel, ça prend son temps. Comment on fait? Ça passe par 1000 choses. Ça passe par revisiter le lien qu'on a eu avec la personne. Prendre le temps de revisiter tout ce qu'on a vécu d'heureux et peut-être de moins heureux avec la personne. Essayer de voir qu'est-ce que cette personne a déposé en moi, qu'est-ce que j'ai déposé en elle, qu'est-ce qu'elle m'a transmis. Ça, c'est une façon générale. Mais au tout début, on n'est pas disponible pour ça. Au tout début, il faut raconter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? L'accident, le suicide, la fin de vie, l'infirmière, le médecin. On a besoin de raconter le récit dans les premiers temps, les premiers mois, voire les premières années. Raconter. Hein. Et deux, on a besoin de nommer les émotions. Alors, soit nommer les émotions en parlant avec des proches, pas forcément avec des psys. Les psys, c'est bien, hein, mais on n'a pas besoin forcément de psy pour cheminer dans son deuil. Mais c'est mettre des mots, soit par écrit, soit dans sa tête, soit en partageant avec des gens qu'on aime ou qui comprennent, ou les associations, ou éventuellement des psys, pour pouvoir vider les émotions. Mais en parallèle, il y a une autre chose, prendre soin de son corps. Le corps est très impacté par le vécu du deuil, et vous vous rendez compte que moi, au début, dans mes jeunes années, je pensais que le deuil, c'était que la peine. En fait, non. Le deuil, c'est un épuisement physique. Parce que tout notre être est mobilisé pour cicatriser cette plaie psychique, et c'est un véritable marathon. Donc, il y a véritablement un versant physique du deuil, hygiène du sommeil, d'alimentation, un petit peu d'exercice physique, parce que ça, c'est vraiment capital et on a tendance à l'oublier. Donc, les émotions, parler de la personne encore et encore et encore, raconter ce qui s'est passé encore et encore et encore, et aussi se mettre en lien avec faire des rituels pour évoquer sa personne, évoquer sa mémoire, accepter ses émotions, accepter les oscillations, je vais mieux, je vais moins bien, je vais mieux, je vais moins bien, connaître le processus de deuil, c'est déjà important. C'est pour ça que j'écris ce bouquin et qu'il y a plein d'infos aussi sur mieux traverser le deuil, avec beaucoup d'outils qui, lentement, tout doucement, et il y a un point important, un point capital, c'est accepter le réel. Pouvoir se dire, c'est pas accepter la mort de son enfant ou de son compagnon ou de son parent, c'est parce que ça peut n'être inacceptable à tout jamais, c'est pas ça. C'est accepter le réel, ne plus s'arc-bouter contre le réel
en voulant que le réel soit comme je voudrais qu'il soit. Et l'écart entre le réel tel qu'il est et tel que je voudrais qu'il soit, cet écart-là, c'est ma souffrance. Le réel ne va pas bouger. Moi, j'ai à cheminer vers le réel pour réduire ma souffrance. Ça veut dire que ce n'est pas être résigné ni rien, c'est dire juste, ça s'est passé. Et je vais, du mieux que je peux, tout doucement, cesser de m'arc-bouter contre une réalité que je n'aime pas, mais qui est la réalité. Et la réalité, je ne pourrais pas la changer. Et donc, c'est ce long chemin pour s'aligner vers la réalité qui, je vous le promets, est gage d'apaisement. Pas maintenant, mais dans le temps à venir. Je vous promets. C'est rassurant d'entendre ce que tu dis. Et en même temps, qui ne se pose pas la question, est-ce que je suis pas un peu extraordinaire dans le mauvais sens du terme? Est-ce que l'expression des souffrances, des émotions qui me traversent sont pas un peu spéciales? Et on arrive très vite à... C'est des émotions qu'on n'a peut-être jamais rencontrées. C'est un niveau de déchirement intérieur qu'on n'a peut-être jamais rencontré, au point qu'on peut avoir des doutes sur sa santé mentale. C'est pour ça qu'il est important de se mettre parfois en lien avec des gens qui ont connu la même chose, via les associations ou autres, mais se mettre en lien avec des gens qui ont vécu la même chose pour se réaliser que « Ah, je suis normal ». Parce que la plupart des gens, je vous assure. Alors, je dirais 99% des gens qui me disent que je vis c'est anormal, en fait c'était normal. Mais simplement que comme on est son seul référentiel et qu'on n'a pas d'autres référentiels, parce qu'on ne s'est pas mis en lien avec des personnes qui ont vécu la même chose, et que ces émotions sont tellement hors sol par rapport à ce qu'on connaît, que vraiment on a l'impression qu'on est unique et qu'on est forcément dans un deuil pathologique. C'est rare les deuils pathologiques. Alors justement, je rebondis sur ça. Merci de nous dire qu'on est normaux, ça fait du bien de l'entendre. Même si on est unique, on comprend ça. En même temps, il y a, si je me trompe pas, 10% d'après les études de deuil qui deviennent des deuils pathologiques. Et deuil compliqué. On a justement un internaute, donc Callum, qui nous pose cette question. Mon mari qui a perdu sa maman il y a quelques années ne parle jamais d'elle. Est-ce que cela pourrait être un signe de deuil pathologique ou alors pas du tout? Alors, c'est ce qu'on avait évoqué dans le premier live. C'est souvent l'épouse pense que le mari est dans un deuil pathologique parce qu'il ne parle pas. On ne va pas développer à nouveau ça parce qu'on en a parlé la dernière fois. C'est le mode pour processer les émotions de la femme est beaucoup plus par les mots, alors que pour l'homme, c'est beaucoup plus dans l'intériorité, sans les mots. Et parfois, l'homme se sent agressé, impuissant. Quand on lui demande, mais parle des émotions, il y a une bombe à retardement qui est en toi. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vous invite à retrouver sur YouTube parce que je l'explique plus en détail, je ne vais pas l'expliquer une fois, mais la plupart du temps, c'est pas pathologique, même s'il est silencieux. Donc, on est d'accord que c'est pas pathologique d'être un homme, d'être un mec. C'est hyper pathologique d'être un homme. Ça, c'est encore un grand sujet. On vous propose de faire un nouveau live sur ça prochainement. Mais est-ce que tu as des clés quand même simples pour reconnaître en tant que aidant quelqu'un qui est vraiment en danger quand on parle de pathologie par rapport à son deuil? En danger, c'est quand il y a une incapacité à refonctionner, je dirais normalement, plus ou moins normalement, après plusieurs mois. C'est-à-dire, on ne peut plus penser, on ne peut plus se concentrer, on peut plus. On a des signes dépressifs mais cognés qui arrivent. Il y a aussi une place démesurée de la culpabilité ou démesurée de la colère ou des idées suicidaires mais très poussées, pas simplement « ah j'en ai assez », pas des idées suicidaires comme ça énoncées à laquelle on ne croit pas même soi-même, mais des vraies idées suicidaires, là il y a une dangerosité et que véritablement on devient inerte à l'intérieur. On a toujours intérêt à, dans ces cas-là, aller consulter quelqu'un qui connaît le processus de deuil pour évaluer la situation, parce que parfois la frontière entre vécu dépressif normal
du deuil, dans la troisième étape du deuil, qui survient sûrement, qui survient à peu près un an et demi après le décès, est souvent proche de la dépression clinique, qui est une complication du vécu dépressif normal. Donc, comme c'est assez fin, il faut pouvoir trouver quelqu'un qui connaît, un professionnel de santé, psy, qui connaît la différence. Et éventuellement, si vraiment on n'y arrive pas, il n'y a aucun problème de prendre une aide médicamenteuse. Il n'y a aucun problème. Ça ne va pas bloquer le processus de deuil. Si c'est une aide, la plupart du temps, je ne prescris pas d'antidépresseurs dans le vécu du deuil quand c'est des deuils qui sont des deuils, je dirais, normaux, entre guillemets, sans complications. Quand il y a des complications, je n'hésite pas à aider la personne en lui prescrivant un traitement antidépresseur. Donc, c'est ponctuel, c'est une aide ponctuelle pour aider une phase à passer une phase difficile, mais à un moment donné, il faudra les arrêter, ces antidépresseurs. Hein. Ça ne veut pas dire les arrêter 2 mois, 3 mois après, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à vie, un antidépresseur. Surtout pas, hein. D'accord. Et j'en profite pour dire qu'on a un article sur ce sujet. Là, ta question, c'est surtout, c'est vraiment une question pour une consultation psy. Au moindre doute, à les consulter, vraiment. Je rebondis, on a un article sur Mieux traverser le deuil qui parle du traitement médicamenteux. On vous invite vraiment à le consulter, c'est très bien écrit. Et ça, voilà, ça déculpabilise. En même temps, ça nous invite à réfléchir pour les médecins aussi, qui sont malheureusement peu formés sur le sujet du deuil. Et qui prescrivent parfois un petit peu trop vite les antidépresseurs, alors que c'est simplement la phase normale de vécu dépressif de la troisième étape. Donc, il faut passer, est-ce que c'est grave ou pas de passer par ces moments de larmes que tu appelles ces phases dépressives sans être une dépression? Exactement. C'est ce que j'appelle la troisième étape de déstructuration, qui, j'insiste, survient un peu en moyenne entre 6, 8, 10 mois après le décès et qui va durer un bon bout de temps et qui a une tonalité, on a presque on n'a plus envie de rien, on est vraiment ralenti. Enfin, c'est vraiment une tonalité dépressive, mais ce n'est pas une dépression. Et faire la différence, c'est vraiment, vraiment important. Mais la plupart du temps, ce n'est pas une dépression. Je veux vous rassurer, la plupart du temps, dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas une dépression, même si ça en a le parfum. D'accord. On n'est pas une communauté de dépressifs alors, les endeuillés. Mais non, le deuil n'est pas une maladie. Le deuil est un processus normal, et dans ce processus normal, il y a une phase dépressive. Mais ce n'est pas un processus pathologique, en aucune façon. Alors, je te propose de changer un petit peu de sujet. On terminera sur cette question. C'est une question de Solène et merci pour ça parce que c'est un vrai sujet qui est pour tous. Compte tenu du contexte actuel, on est enfermé dans nos maisons ou nos appartements. Auriez-vous des astuces pour gérer mieux les dates d'anniversaire sans pouvoir se réunir en famille ni en étant entouré? Ah bah, c'est la conversation que j'ai eue cet après-midi avec une patiente. C'est l'anniversaire anniversaire du décès de son petit garçon et dans quelques jours. Eh bien, on a parlé de comment elle pourrait faire, mais elles ont décidé avec son mari, mais elle aurait pu le faire ça toute seule, de ce jour-là, de décider un temps. Mais il faut prendre un temps dédié. Ça peut être une demi-heure, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, où elle prend la photo ou un objet qui symbolise la personne, mettre une musique qui est évocatrice, qui relie à la personne, une bougie, puis prendre le temps de se poser en silence, peut-être en prière, mais en tout cas, faire consciemment une connexion de cœur à cœur. Pas une connexion via la souffrance, il y a la souffrance qui est là, mais une connexion de cœur à cœur, au-delà de ta mort, où que tu sois, mon cœur se connecte à ton cœur et j'essaie d'aller chercher en moi le plus de gratitude d'avoir pu t'aimer et la gratitude d'avoir été aimé de toi. Comme ça, on passe de quelque chose qui peut être du nostalgique, du manque, à quelque chose qui est un remerciement, une gratitude de cœur à cœur, même si tu n'es plus de ce monde. Avec des belles choses, la bougie. Si les proches sont là, peut-être les inviter à dire quelques mots, mais c'est pas obligé. Ça peut être vraiment en silence. On peut mettre aussi par écrit ce qu'on ressent.
Et une fois qu'on sent que ce temps est passé, on dit OK, merci. On éteint la bougie et on peut dire intérieurement, on a coché la petite case, on se dit, ça y est, je t'ai rendu hommage. Mais c'est important de rendre hommage, même si on ne peut pas aller au cimetière. De toute façon, la connexion de cœur au cœur ne dépend pas du cimetière, ne dépend pas d'un lieu. Ça dépend de son cœur qui est là et on est toujours avec son cœur. Et le cœur de la personne, on est toujours avec son cœur. Même s'il y a des larmes qui viennent, même s'il y a de la peine qui vient, même s'il y a du manque qui vient, connectez-vous de cœur à cœur et ouvrez-vous à la gratitude. C'est un petit truc qui peut être essayé. Voilà. Merci pour ça. Merci beaucoup pour ces conseils sur le sujet des anniversaires. Les premières fois, les premiers anniversaires et toutes les premières fois sont toujours très spéciales. Et merci pour ça. Deuxième, troisième, 10e, 20e fois. C'est valable pour tous ces temps-là. Hein. Pas que les premiers. Et je précise que Christophe n'a pas de part dans les entreprises de bougies ou de quoi que ce soit. Il parle souvent d'ensemble. Voilà. Mais merci beaucoup pour ces réponses. J'ai envie de terminer par une jolie phrase que j'ai vue dans le chat qui dit que. Alors attendez, je vais le retrouver. C'était très 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 beau. Que la mort, c'est la maladie de l'amour. Oui. Et tu l'avais jamais sorti celle-là, hein, Christophe. Tu vois, on a des. Hein, la mort, c'est l'amour, oui. Mais avec cette phrase qu'on retrouve aussi, qui est cette très belle phrase qu'il y a dans et j'ai choisi de vivre, les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants. Ouais. C'est magnifique cette citation d'une dame qui a perdu ses 2 enfants dans un incendie, je crois. Exactement. Et son mari. Et son mari, ouais. Et elle pensait avoir cette vie impossible après. Et c'est par l'exemple, par la force du témoignage d'autres personnes en deuil qui ont vécu entre guillemets pire, que ça lui a donné du courage. Et puis aujourd'hui, c'est une femme magnifique, elle s'appelle Mina Gold. Et on vous invite si vous avez l'occasion de voir le film, de voir son parcours. Oui. Ok. Merci Christophe, merci pour ces réponses sur le deuil pathologique. On a compris qu'être un homme, c'est le problème. On reviendra pas sur ça. On a compris que on peut faire son deuil, même si ça veut pas dire grand-chose, mais en tout cas sur du long terme. Voilà. On a entendu aussi ce que tu nous conseillais sur le fait de ne pas avoir peur de s'écrouler un jour. C'est pas forcément le cas. Ça va pas arriver. Non. Et merci à tous les internautes pour vos messages. Hein. C'est vraiment beaucoup d'intimité que vous nous livrez. On peut les lire, on les voit au fur et à mesure que c'est adorable. Tout ce que vous écrivez, c'est vraiment, ça touche le cœur. Merci beaucoup. Hein. Merci. On se donne rendez-vous sur le Facebook privé de Mieux Traverser le Deuil. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est maintenant à 1800. C'est une petite famille. Hein. C'est vraiment une petite famille. Vous verrez, vous écrivez à 4 heures du mat. Il y a des réponses. On remercie aussi, j'en profite pour remercier tous les modérateurs qui font un boulot magnifique. Marie, Laura, Chloé, Sophie, Sarah, vous assurez. Merci de prendre soin de notre communauté. Et n'hésitez pas à suivre également les propositions de Christophe sur ces modules, les 10 jours pour honorer son proche, la personne qu'on a perdue, sur le site Mieux Traverser le Deuil. Enfin, allez-y, utilisez tout ce que vous pouvez, partagez. Il faut que il faut que ce soit un sujet et on a envie ensemble de traverser mieux nos deuils. Okay. Et je vais terminer par une dernière chose. On parlait d'anniversaire. Je crois que demain, il y a quelqu'un. Ouais, demain, Christophe, c'est l'anniversaire de quelqu'un que tu connais bien. Demain, c'est l'anniversaire de Christophe. Voilà. Yeah. Donc, voilà. Donc, Christophe a 26 ans, pardon, demain. 26 ans demain. 26 ans, ouais. Voilà. Et merci encore Non, merci Christophe pour tout ce que tu nous amènes. Notre cher docteur Christophe, qui est là pour aborder les sujets que peu veulent aborder. Merci à tout le monde. On a un live samedi ou pas? On a un live samedi, si la technique nous suit. On est ensemble. Amenez à 18h30, ouais, toujours la même heure. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à inviter du monde. On sera là pour parler de ces sujets et on y va. On continue à poser des questions. On va essayer de répondre au maximum. Allez, je vous embrasse. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Salut tout le monde.